Ce que je souhaiterais faire ici, c'est problématiser la question de l'héritage à travers les formes d'appropriation et de réception de la pensée et de l'œuvre plus généralement de Cain et de Moore. La posture à partir de laquelle je parle est peut-être un peu différente de celle des autres participants ici. C'est pourquoi je vais d'abord commencer par l'expliciter. D'autant plus que cette question, d'où parle-t-on, c'est précisément un enjeu majeur dans cette communication. À proprement parler, donc, ce n'est pas d'un point de vue littéraire que je me situe, mais d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qui vise à interroger les conditions de production de la connaissance. Et je vais le faire justement à partir de l'investissement et de la réception de ce que l'on peut nommer l'objet Cain Moore. Je postule l'idée selon laquelle la manière dont on reçoit une œuvre est toujours inséparable de la production de l'objet même étudié. En d'autres termes, la reconnaissance d'une œuvre, elle est à mon sens inséparable d'une connaissance qui est située, qui amène à la voir d'une certaine manière, à lui poser des questions spécifiques. Et dans ce processus, en ce qui concerne l'objet Cain Moore, il me semble que l'on peut distinguer une grande opposition structurante, et qui à proprement parler n'est pas représentée ici, c'est pourquoi je me sens d'autant plus libre d'en parler, entre une approche que pour simplifier je vais nommer française, et une autre que je vais nommer américaine. Alors évidemment, par approche française et américaine, il ne faut absolument pas entendre une distinction strictement binaire qui recouperait l'ensemble des protagonistes respectivement présents des deux côtés de l'Atlantique, mais il faut entendre des représentations qui structurent des perspectives différenciées, qui sont aussi des tendances, et qui, tout autant qu'elles façonnent la recherche, sont façonnées par elles. Pour le dire autrement, il me semble que les formes d'appropriation de l'œuvre caïnienne permettent de rejouer des lectures situées et polarisées, qui mettent notamment, mais alors pas seulement en scène, une forme d'opposition entre des lectures françaises, je précise ce que je veux dire ici, je veux dire universalisantes, et américaines, qui est donc susceptible d'être décriée par la première comme communautariste. Et cette opposition, elle rejoue des clivages théoriques et politiques traditionnels, donc des deux côtés de l'Atlantique. Cette opposition, elle en coupe une autre, ou plutôt, on peut considérer qu'elle se décline sous une autre forme spécifique, qui est une opposition entre exceptionnalité et homosexualité au point de vue lesbien. J'aurais pu prendre d'autres formes d'opposition et de déclinaison de cette opposition entre exceptionnalité et forme de catégorisation, mais c'est à celle-ci que je vais, la judéité par exemple, mais c'est à celle-ci que je vais m'attacher ici. Mon objectif ici, il est alors double. Il va s'agir de thématiser des formes d'opposition théorique que permettent de diagnostiquer les travaux sur Cain et de comprendre donc comment elles renvoient plus largement à des cultures nationales différenciées entre les deux côtés de l'Atlantique. Donc ça, c'est un élément. Et d'autre part, il va s'agir d'interroger la manière dont les lectures de l'œuvre de Cain relèvent de points de vue qui sont nécessairement situés, malgré nous, et en ayant pour cela recours à des outils de l'épistémologie féministe, de l'épistémologie du point de vue. Donc je parle d'une posture féministe. Alors, pour commencer, je vais dire quelques mots donc sur la manière, pour resituer les choses, sur la manière dont Cain, puis Cain et Moore, ce qui n'est pas exactement la même chose évidemment, ont été redécouvertes. Comme on le sait tous, c'est initialement un homme, François Le Perlier, qui est à l'origine de la redécouverte de Cain, qui a d'abord produit une thèse de littérature. C'est pareil, c'est pas un hasard, parce que de la philosophie et la littérature sur... Philosophie. C'est philo ? Philosophie esthétique. Oui, c'est pas littéraire. Mais j'étais pas très sûre, parce que lui m'avait... En fait, c'est intéressant. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup... Alors, parenthèse, c'est que lui ne l'a dit pas comme tel. Il m'a dit justement, je n'ai pas fait cette thèse en philosophe, mais je l'ai fait en littérature. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, thèse initialement soutenue en 88, qui a donc donné naissance à une première monographie de 92, L'écart et la métamorphose, et puis une seconde monographie, 2006, L'exotisme antérieur. Donc, je ne cite pas tous les articles, évidemment, qu'il a publiés. Dans sa reconstruction de l'itinéraire biographique, intellectuel et politique de Cain, il a notamment été aidé, et là aussi c'est important, par sa fréquentation des surréalistes et du mouvement finissant. Parallèlement à sa redécouverte, la production artistique de Cain, elle a aussi commencé à être diffusée, notamment suite à la revente en 1972 de différents objets qui appartenaient au couple. Et donc dans les années 80, l'œuvre de Cain commence à circuler de manière internationale. Et la première exposition de Cain significative, c'est-à-dire l'exposition à partir de laquelle on dispose vraiment d'informations sur Cain, ce qui n'est pas le cas dans les années 80, j'y reviendrai un tout petit peu. Elle a lieu en 92 aux galeries new-yorkaises et parisiennes, donc là aussi double lieu, ce qui est important, de Virginia Zabriskie.
Alors, on peut imaginer qu'une telle redécouverte, la redécouverte de Le Perlier, et la possibilité de faire connaître son œuvre, elle se traduit par un rapport particulier à l'objet. En effet, tout biographe établit nécessairement une relation spécifique à son ou à sa biographie. Et François Le Perlier le confesse lui-même. Et je le cite dans sa postface, sur laquelle je vais pas mal m'appuyer, de l'exotisme intérieur, il dit qu'il se découvrait largement dans cette affaire et que c'est ce qui l'a soutenu et procuré le plus de joie. Donc son point de vue, le point de vue de Le Perlier, il va déterminer une certaine vision de l'exceptionnalité de Caïn et de Caïn comme figure exceptionnelle. Mais alors Caïn, elle va tout autant être susceptible d'être investie, et donc différemment, par d'autres chercheurs qui vont avoir leur propre point de vue, qui ne vont pas toujours correspondre au point de vue du biographe. Alors une chose qui m'intéresse ici, c'est que si Caïn aurait sans doute pu être redécouverte sans Le Perlier, comme l'œuvre commençait à circuler aussi de manière parallèle, il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant dans cette temporalité, c'est que d'emblée, ce sont des formes de réappropriation antagonique potentielle qui vont se jouer entre monde de l'art américain d'un côté et univers intellectuel français de l'autre. Au départ, l'adoption d'une perspective surréaliste commune a pu sembler masquer cette potentialité, cette opposition. Mais en fait, ceci ne va guère durer et Caïn et son œuvre vont donner lieu à des investissements divers qui sont très précieux en termes de compréhension de la construction du savoir en général et de la construction donc, de l'objet Caïn en particulier. Et d'ailleurs, ça va déterminer les formes de la revisibilisation de Caïn elle-même, mais ça, j'en parlerai pas à proprement parler ici. L'œuvre de Caïn, elle va rapidement susciter un engouement, véritable engouement parmi les chercheuses féministes et queer aussi progressivement, littéraires, historiennes de l'art, critiques, commissaires d'exposition, voire conservatrices de musées pour certaines. Et de ce côté de l'Atlantique, les perspectives vont prétendre s'éloigner, voire se poser comme antagoniques par rapport à la perspective d'une précurseuse qui est Rosalind Krauss, qui est une éminente historienne de l'art, une spécialiste du surréalisme, qui a très tôt réhabilité Caïn en 1985, mais dont justement la position va de plus en plus être pensée et décriée par les autres chercheuses féministes comme non critique par rapport au surréalisme. L'œuvre caïnienne va donc ainsi échapper très largement, progressivement, à la forme qu'a pris sa réintroduction première, qui ne tient en particulier pas compte du genre dans la tradition surréaliste, mais elle ne va pas simplement échapper à cette tradition. C'est intéressant parce que le surréalisme va continuer à constituer la grille à partir de laquelle on va positionner Caïn tendanciellement. En outre, il va donc s'opérer des bouleversements très importants, en particulier aux États-Unis, dans la théorie féministe, sous l'impact de la théorie queer, qui naît donc et qui vont être déterminantes dans l'émergence de l'objet Caïn. Il faut bien avoir en tête que la réception de Caïn, elle n'est en fait pas séparable des questionnements en matière de genre et de sexualité qui littéralement explosent au début des années 1990 aux États-Unis, comme on va en témoigner de manière paradigmatique la très large réception du livre de Judith Butler, Jane the Trouble. Et c'est pas un hasard non plus si la référence à Butler devient une quasi-constante dans les travaux américains, en particulier dans les années 90. Maintenant, par exemple, il y a vraiment c'est très difficile de ne pas trouver cette référence dans ces travaux-là. Or, donc, il me semble intéressant de voir que c'est d'abord le féminisme et progressivement le tournant queer qui l'accompagne, qui va être la marque la plus visible de l'opposition donc, entre les généalogies contrastées françaises et américaines. Il va avoir un impact fondamental sur la manière dont le rapport de Caïn au surréalisme est approché. Les chercheuses féministes qui vont donc dominer le champ de recherche sur Caïn aux États-Unis, elles vont adopter des perspectives qui visent à thématiser la difficulté pour des femmes d'exister dans ce mouvement où elles occupaient justement la position de l'autre, pointant parfois le problème du sexisme et de la misogynie du mouvement, et en adoptant pour la grande majorité d'entre elles une posture critique. J'insiste sur ce mot de critique, c'est pas simplement une posture dénonciatrice, mais c'est un questionnement donc qui interroge. Or, en France, on n'a eu aucune surréaliste féministe qui n'a travaillé sur Caïn, par là j'entends aucune qui a fait valoir cette position de surréaliste féministe comme point de vue de la connaissance, mais en revanche on a eu un homme, comme on l'a vu, qui était non seulement proche des surréalistes, mais qui était éloigné des perspectives féministes. Et ça c'est assez clair dans ce qu'il écrit. Or, il me semble que ces travaux, justement, ils ont notamment été relayés par des hommes, alors évidemment pas seulement, mais en partie des hommes en France. On peut penser aux travaux
des hommes aussi spécialistes du surréalisme. On peut penser aux travaux de Georges Sebag, de Patrice Allain, de Michael Levy, qui lui s'est intéressé par exemple au rôle de la poésie et à l'engagement politique multiforme de K1. Et ce qui me semble intéressant donc dans cette forme de généalogie que j'esquisse, c'est que la question du genre dans ces différentes approches, elle n'a peu, voire pas été utilisée, ou pour le dire plus simplement, la question du genre n'a pas constitué une grille de lecture principale de l'œuvre de Claude Cahun. Même si évidemment cela tend à changer, et même si on peut penser précisément que la circulation des personnes et des idées va peut-être rendre obsolète ma thèse, et je l'espère en partie. Il faut la soutenir vite. Ça va être le cas. Donc quand même un petit mot sur ce camp français, entre guillemets, dont je parle. Comme la pensée ne se circonscrit pas évidemment à un bloc national homogène, il y a évidemment des féministes, il faut quand même les citer, qui en France ont investi l'objet K1, à l'image par exemple des travaux précurseurs de l'historienne et critique d'art Elisabeth Lebovici, et aussi de l'historienne Marie-Jo Bonnet, qui ont produit des écrits importants. Mais il y a quelque chose qui me semble justement significatif là-dedans, c'est que d'une part, ces deux femmes, elles sont autant significatives qu'elles font figure d'exception du point de vue du féminisme, et que d'autre part, en réalité, elles divergent très largement dans leurs analyses, puisque Lebovici, elle porte une approche queer, et elle va considérer K1, et la plus révélateur, pleinement comme anticipatrice et incarnation des thèses de Butler. Ce qu'elle va mettre en avant, c'est la capacité de K1 à briser l'universalité des discours, et ça c'est quelque chose de très important. Alors que Bonnet, elle, va justement critiquer assez radicalement la perspective de Lebovici, et elle va produire en même temps une analyse assez singulière qui va à la fois réhabiliter le couple K1-Moore dans la production, tout en montrant en fait l'impossibilité pour K1 de se poser dans sa production comme un sujet lesbien. Et elle le dit clairement, elle dit K1 ne parle pas du point de vue d'une homosexualité féminine, je la cite, c'est-à-dire du point de vue d'une femme qui en désire une autre, et c'est une posture qui est encore radicalisée dans ses autres travaux. Je pourrais y revenir éventuellement dans la discussion. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il y a donc en France des formes de contradiction entre un champ de recherche qui est à la fois peu abondant, qui est assez éclectique, mais qui, pour moi, reste très fondamentalement dominé par l'approche de Leperlier. Et c'est justement cela qui va permettre de considérer à la fois la forme de communauté entre Lebovici et Bonnet dont je viens de parler, tout autant que justement le fait que leur discussion, plus qu'elle ne met à mal cette approche dominante, elle se situe en réalité à la marge. En outre, une chose qui est intéressante là-dedans, c'est de voir que même si Bonnet et Lebovici ne tirent pas le même diagnostic, elles interrogent toutes les deux le lesbianisme de K1 de la production. Or, précisément, entre les diverses approches de l'objet K1-Moore, qui vont justement se structurer progressivement de manière transatlantique, et je vais en parler un tout petit peu après, va se jouer justement la mise en avant de K1 comme femme exceptionnelle d'un côté, opposée donc à de l'autre côté une pensée lesbienne. Donc structuration entre Claude Cahun exceptionnel et pensée lesbienne. Alors évidemment, l'expression pensée lesbienne peut paraître un peu simpliste, grossière. En fait, cette expression de pensée lesbienne est utilisée par Leperlier lui-même. C'est Leperlier qui parle d'une pensée lesbienne, toujours en 2006, dans l'exotisme intérieur. Donc, quand il publie son nouvel opus, il le justifie en disant que la collection de sources inédites appelle justement une nouvelle publication. Et c'est évident que cette nouvelle publication, elle est appelée, mais on ne peut pas non plus ignorer l'importance du contexte et des formes de réappropriation potentiellement antagoniques par rapport à sa propre lecture, qui, je pense aussi, le force un petit peu, rendre d'autant plus nécessaire cette nouvelle publication. 2006, donc, paraît l'exotisme intérieur. Qu'est-ce que Leperlier entend par pensée lesbienne, et en quoi celle-ci lui apparaît-elle problématique ? Et en réalité, ce qui est intéressant ici, c'est que cette expression n'a pour lui aucune valeur conceptuelle ou épistémologique. Je le cite. Il écrit « Je le confesse, je n'ai aucune notion de ce que peut être une pensée lesbienne, entre guillemets. Je n'ai jamais rencontré de sujet lesbien, entre guillemets, pas plus que de sujet hétérosexuel, bisexuel, onaniste, queer ou transsexuel. Pas plus d'art lesbien en italique que d'art hétérosexuel en italique. Et tout simplement parce qu'il n'existe nulle part, ou, si l'on veut, parce que je n'ai pas de ces hallucinations-là. Je ne concevrai jamais en quoi l'orientation sexuelle ou générique intervient dans l'organisation de la pensée, la pertinence des idées, la signification de la liberté,
la puissance créatrice, le choix des valeurs, la recherche de la vérité, la qualité des émotions, le jugement esthétique, l'exercice de la critique et les catégories de l'entendement. Alors évidemment, ce qui me semble très intéressant dans cette situation et qui est parfaitement illustré par la longue énumération finale que je viens de mettre en avant, c'est précisément la manière dont il insiste sur une Claude Cahun comme femme exceptionnelle et ce que révèle en réalité cette mise en avant, à mon sens, c'est précisément la difficulté de poser le sujet. Le sujet, c'est-à-dire celui qui étudie comme celui qui est étudié, comme situé. En effet, si la validité du point de vue lesbien peut être mise en cause, comme tout point de vue, ça on n'en discute pas, concernant donc certaines recherches sur Cahun, le Perlier, il ne voit pas, il n'interroge pas, à mon sens, la manière dont sa propre démarche repose aussi sur la revendication d'une autre forme de situation, qui est celle justement du sujet prétendu abstrait et par là même universel. Or, cette posture, précisément, n'est qu'une autre forme de situation et qu'une autre grille de lecture qui, justement, prétend correspondre à la forme la plus valide d'interprétation, justement parce que relevant de l'universalité, qui serait donc contenue dans la prétention du sujet de pensée et de création, ici Cahun, et même au-delà, dans l'œuvre elle-même, dont alors la tâche du biographe et du commentateur consisterait simplement à refléter la valeur à partir de ce que l'on peut nommer, de ce que je nomme un impératif d'idiosyncrasie. Une telle démarche, elle est particulièrement révélée, elle culmine même dans le dernier mot qui est laissé par le Perlier à la réalisation elle-même, qui lui permet de trancher radicalement. Il écrit « L'œuvre, comme toute pratique symbolique, rompt et disperse les rapports de causalité. Elle s'élabore dans une somme qu'elle excède absolument. Elle justifie de son contenu de vérité et de son universalité. » Alors, une autre dimension qui me semble intéressante là-dedans, je ne pourrais pas en parler, mais c'est juste pour la souligner, c'est qu'il me semble en même temps que cette posture, elle va inaugurer et incarner à la fois donc une généalogie dans laquelle, incarner une généalogie dans laquelle la mise en avant de Cahun comme intellectuel, et donc pas simplement comme artiste et comme intellectuel singulière, inclassable, unique en son genre, va être particulièrement sensible. Et or, je pense que c'est pas un hasard non plus que cette mise en avant de la catégorie d'intellectuel soit particulièrement prégnante. Elle relève aussi d'une tradition intellectuelle en France qui est très significative, qu'il est beaucoup moins aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, par exemple, les travaux de Gail Zachman font à peu près figure d'exception. Et moi aussi, je le dis d'autant plus aisément que le titre de ma thèse s'intitule « Comment devient-on une intellectuelle ?» et que j'assume donc totalement ce que ma propre posture aussi a de situer et en quoi je suis moi-même hantée par une certaine tradition historiographique dont j'ai aussi du mal à me défaire. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ça relève aussi d'une forme d'histoire française dans laquelle je m'inscris, mais que j'explicite, pour le coup. Et je pense aussi qu'il faut prendre au sérieux la manière, donc peut-être plus fondamentalement, et ça revient plus à ce que je disais avant, dont en fait une certaine vision de l'exceptionnalité de Cahun traduit aussi un certain agacement pour ce qui est perçu comme une récupération réductrice de Cahun par la théorie queer. Et là, je pourrais prendre d'autres exemples. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et or, justement, je pense que ce rejet du queer, repose précisément sur une certaine vision d'un sujet abstrait, universel, qui est donc vision qui est donc soucieuse de faire l'économie de formes d'enracinement et qui va donc s'inscrire dans une histoire française significative. Alors je vais revenir un tout petit peu sur les travaux d'Elisabeth Lebovici que j'ai cités auparavant, puisque Lebovici, elle défend par exemple le queer, comme je le disais, en disant qu'il permet de briser l'universalité à l'aide d'une prise au sérieux de la sexuation des discours. Donc, elle écrit cela dans un article de 1995 qui est apparu dans le catalogue d'exposition à l'occasion de l'exposition Claude Cahun, photographe. Et quand elle écrit cela, Lebovici elle-même, comme moi je l'ai annoncé au départ, me situant aussi dans des travaux sociologiques, par exemple d'Éric Fassin, du sociologue français Éric Fassin, elle a en tête bien une distinction qui est devenue classique entre l'universalisme, qui relève d'une conception française, et le communautarisme nord-américain. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux la manière dont précisément l'enjeu est bien présent dans les travaux de Le Perlier lui-même, et notamment dans la citation que je vais citer tout de suite, puisqu'il nous dit, par exemple, Le Perlier, toujours en 2006, Cahun a tranché une fois pour toutes la question de l'inclination sexuelle en faveur de la liberté individuelle,
en excluant radicalement toute assimilation générique ou communautariste. Fermez les guillemets. Donc, contrairement à lui, je ne prétendrai pas ici trancher cette question. Mais ce qui me semble intéressant, c'est bien de voir la manière dont justement cette approche queer, même si elle n'est pas inextricablement liée à la question de l'homosexualité, elle va notamment pleinement favoriser cette considération et elle va permettre le renouvellement d'un questionnement sur Cain. Et c'est juste là-dessus que je vais terminer mon propos. Il y a eu différentes chercheuses qui ont mis en avant la question de l'homosexualité de Cain et qui sont venues à considérer l'œuvre de Cain comme plus relationnelle en intégrant donc, non seulement son homosexualité, mais du coup l'effet que cette homosexualité avait du point de vue de la production dans sa collaboration avec Moore. Donc, des gens comme Lebovici, Abigail Solomon Godot, ce qui est très intéressant parce qu'elle-même relie Cain différemment aussi, on voit son évolution. Des gens comme Caroline Dean. Mais c'est en fait une personne, très fondamentalement, Tirzah Latimer, qui est une historienne de l'art et qui se réclame d'une perspective féministe lesbienne, qui va pleinement réaliser le passage d'une production individuelle à une production collective en substituant le paradigme Claude Cain, Marcel Moore à une Claude Cain exceptionnelle. Et elle va s'imposer progressivement, Latimer, comme une interlocutrice contradictoire, privilégiée face à François Leperlier, et de ce point de vue-là, Lebovici le reconnaît elle-même. Lebovici dit finalement c'est elle maintenant qui porte. Je l'avais entendu à l'occasion de la présentation du film de Barbara Hammer, Love Other, où elle disait voilà, de toute façon les travaux les plus aboutis c'est Latimer et c'est elle qui incarne bien cette opposition-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers cela, et y compris dans ce que dit Lebovici elle-même, la manière dont l'opposition entre les généalogies françaises et américaines, elle se retraduit de manière, pour le coup, pleinement transatlantique. Incarné, y compris d'un point de vue localisable, pour le coup. Pour autant, évidemment, bien que les points de vue divergent, Leperlier, il va reconnaître cet apport de l'historienne, de l'art, il va l'inviter, etc. Et la reconnaissance de son travail est particulièrement illustrée par le catalogue d'exposition de 2011, dans lequel Latimer intervient, mais plus encore en réalité par l'exposition elle-même, où on a dans cette exposition une place qui est faite au couple Cain Moore. Pourquoi je dis en fait plus l'exposition que le catalogue? Parce que, en réalité, dans ce catalogue, c'est assez intéressant parce que Latimer n'intervient pas sur la collaboration entre Cain et Moore, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, à ma connaissance, et jusqu'alors, c'est le seul travail dans lequel elle ne met pas en avant ce qui fait la spécificité de son travail, mais elle signe un texte qui porte sur le travestissement textuel de Claude Cain seul, et en plus, dans sa confrontation à une certaine généalogie, à des auteurs qui sont des auteurs homosexuels, mais hommes. Donc à partir de là, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a une réconciliation entre donc l'exceptionnalité et la pensée lesbienne? Je pense qu'on peut en partie en douter. Je pense que c'est important de voir qu'il y a encore quelque chose qui résiste justement. Alors, les quelques enjeux, pour conclure, je dirais que les quelques enjeux que j'ai soulignés autour de la réception de Cain et de Moore montrent comment ce travail de réception, c'est en même temps toujours nécessairement une production de culture, voire une production de l'objet même étudié. J'ai tenté ici de thématiser trop rapidement, ce qui peut être en jeu dans différentes approches à partir de logiques qui sont des logiques disciplinaires, nationales, genrées, sexuelles, politiques, mais aussi imaginatives. Les approches de Cain, elles permettent donc particulièrement, à mon sens, de poser des questions de nature épistémologique. Il me semble aussi que les différents points de vue en présence permettent de souligner, de mettre en avant le caractère aporétique de la question qui peut revendiquer évidemment la bonne vision de l'objet K1, c'est-à-dire la plus conforme à son projet. Car ce projet demeure, et c'est ce qui nous intéresse, et c'est ce qui doit aussi continuer de nous intéresser, en partie nécessairement énigmatique. Il me semble donc qu'il conviendrait davantage d'y substituer l'interrogation suivante: que cherche-t-on à appréhender dans l'investigation de l'objet? Et c'est cette question qui est la plus à même de permettre précisément la relation qui peut s'établir entre le sujet connaissant et l'objet étudié. Il me semble que voir dans Cain une héroïne qui excède absolument toute catégorisation, qui n'est soumise qu'à l'impératif d'individualité et de liberté,
ou une femme qui anticipe sur le queer dépend du point de vue de l'observateur quant à l'objet étudié, qui est toujours en même temps objet imaginé et inventé. Que des chercheurs aussi différents puissent s'y découvrir, pour paraphraser Le Perlier, atteste in fine de la puissance d'un itinéraire et d'une œuvre qui permettent précisément ces investissements multiples et qui semblent ainsi appelés à poursuivre l'exploration. Peut-être pas précisément tant d'un point de vue identitaire qu'épistémologique, c'est-à-dire en transfigurant sa position, sa propre position de sujet connaissant, pour en faire un positionnement analytique, pour déployer un point de vue toujours partiel, mais propre et conscient de sa partialité, conscience à partir de laquelle il me semble précisément qu'il pourrait se révéler le plus éclairé et éclairant possible. Je vous remercie.